On démarre cette troisième journée expérimentée Shamatha, avec aujourd'hui au programme, on va rentrer beaucoup plus dans la pratique parce que ce qu'on a vu jusqu'à présent c'était un petit peu qu'est-ce qui précède la méditation. On a vu les différences entre méditation dite analytique et méditation de placement. On a vu les différents objets, on a vu qu'il était important dans la pratique de Shamatha de choisir un objet qui nous sert spirituellement. Et aujourd'hui, on va parler de comment unir la pleine conscience et la vigilance. Ça va être principalement ce qu'on va observer, qui sont deux fonctions essentielles de la concentration. Comment on les met en place, ces deux choses, pour essayer de faire en sorte que l'esprit vienne se poser sur l'objet de méditation, qui peut être le souffle, qui peut être quelque chose qui a du sens et qui nous soigne, et qui nous fait du bien, et qui génère en nous de la compassion. On peut méditer sur la compassion, toutes sortes d'objets de concentration. Et on va voir aussi également, quand on avance dans la concentration, on va être invité à détecter des choses de plus en plus subtiles dans l'esprit pour essayer de venir mettre l'esprit en équilibre en développant à la fois une intense clarté mentale et une intense stabilité mentale. Et ces deux facteurs d'une intense clarté et d'une intense stabilité, ils ont des contreparties extrêmes qui sont que lorsqu'on a trop de clarté, on va finir par s'exciter un petit peu. Et puis quand on a trop de stabilité, on finit par un petit peu se relâcher, un petit peu sombrer, une forme de mollesse. Donc à mesure qu'on médite, il va falloir qu'on vienne contrecarrer ces petites choses. Et c'est ce qui va être principalement le sujet d'aujourd'hui, et on va le faire dans la pratique, parce que le but de cet enseignement sur 4 jours, c'est de commencer à expérimenter la théorie et de voir comment on peut la mettre en pratique. Sachant que quand on l'a préparé avec Arnaud, le but c'était de faire 4 journées et de donner la possibilité à ceux qui le souhaitent de mettre toutes ces instructions en pratique à l'intérieur d'une retraite. Donc on avait prévu en fait de faire 4 sessions sur Shamatha, ouvertes sur la retraite de Shamatha que je vais conduire fin août. Et sachant que lorsqu'on arrive dans une retraite de Shamatha avec un bagage théorique, on est beaucoup plus à même de potentiellement faire une percée dans la pratique. Donc c'était vraiment d'avoir une session de 4 modules, enfin de 4 journées sur la théorie et le commentaire de la pratique de la Matsongkhapa, qui est quand même sans doute un des plus détaillés dans la pratique de Shamatha, et puis d'avoir une dimension pratique, expérimentale, beaucoup plus forte encore à l'intérieur d'une retraite. Voilà, donc on va commencer par méditer un petit peu, et on va faire plein de tests aujourd'hui. Je ne sais pas si en 4 journées on va terminer quand même tout ce qu'il y a à faire. Mais si on ne termine pas, ce n'est pas très grave. Le but, c'est de voir ce qui est en tout cas le plus important pour nous, là où on en est. Donc je ne vais peut-être pas non plus trop détailler les instructions quand on a une pratique qui est extrêmement avancée, parce que bon, c'est peut-être quelque chose qui nous concerne moins. Mais je pense que si on arrive à comprendre comment mettre en œuvre la pleine conscience et la vigilance, déjà, je pense que dans la pratique de Shamatha, on peut vraiment avancer. J'espère que dans cette journée, vous allez pouvoir voir l'intérêt d'avoir ces deux choses qui sont la pleine conscience et la vigilance. Et on va voir exactement de quoi il en retourne, mais pour commencer, je vous invite à prendre une position de méditation.
Et dans les sessions précédentes, on a vu que la pleine conscience, c'est-à-dire le fait de ne pas oublier, c'est ce qu'on essaie de développer quand on travaille la concentration, et cette pleine conscience, elle prend comme objet quelque chose de familier. Donc il va falloir se familiariser, et même si notre objet de méditation c'est le souffle, il va falloir passer un petit moment à essayer de rentrer en contact avec qu'est-ce que la respiration. Donc je vous invite à commencer à tourner votre esprit, votre conscience vers le souffle, en essayant de répondre à cette question, comment est-ce que je le perçois le souffle? Est-ce que je le perçois à travers la conscience tactile? Est-ce que je l'entends, le souffle, lorsque je respire? Est-ce que les yeux ouverts, je perçois que mon torse se soulève? Est-ce que c'est un peu de tout ça en même temps? Parce que si je ne percevais ni les sensations tactiles, ni le son, et si je fermais les yeux, alors il serait beaucoup plus difficile de détecter que je suis en train de respirer. Donc on perçoit le souffle à travers peut-être un gonflement de la cavité abdominale. Qu'est-ce qui vous permet de déterminer que vous êtes en contact avec le souffle? Parce que c'est ça que vous êtes encouragé à observer pour être en contact avec le souffle. C'est parce que je perçois des sensations autour du nombril, par exemple, que je sais que je respire. C'est parce que j'entends ma respiration que je le sais. C'est parce que je sens l'air qui traverse mes narines que je sais que je respire. Et posons-nous la question, est-ce qu'on est sûr d'être en contact avec le souffle, même pour le temps d'une seconde ou d'une fraction de seconde? Est-ce qu'on a cette certitude que ce qu'on est en train d'observer, c'est bien le souffle?
Et la respiration, on sait tous et toutes que c'est l'acte d'absorber de l'air et de le rejeter. Et pour ce faire, on a besoin d'une activité musculaire. Très souvent, c'est le diaphragme qui vient se contracter. Et en se contractant, il s'abaisse. Il crée beaucoup plus de volume dans la cavité thoracique. Et comme il y a alors moins de pression dans la cavité thoracique que dans l'air ambiant, alors l'air pénètre dans le corps. Et lorsqu'on relâche le diaphragme, alors il vient reprendre sa position initiale, il remonte, et il y a alors plus de pression dans la cavité thoracique que dans l'air ambiant, et on expulse l'air. Donc l'activité musculaire qu'on a dans la respiration, en réalité, elle est principalement dans l'inspiration. L'inspiration, on vient abaisser le diaphragme, il vient pousser les organes que sont les intestins, l'estomac, le foie, et ça nous donne l'impression que l'abdomen se gonfle, parce qu'en fait le diaphragme vient pousser les organes dans la cavité abdominale. Et sur l'expire, le diaphragme reprend sa position. Ça, c'est le muscle principal de la respiration. Il y a aussi les muscles intercostaux, et ça, c'est plus ce qu'on appelle la respiration thoracique. On vient monter le thorax et on ouvre la cavité thoracique, et ça fonctionne de la même manière. Ça, c'est quand on fait du sport, souvent. Et peut-être qu'il y a une conjonction de ces deux groupes musculaires. Essayez de le percevoir, ça, surtout pour l'abdomen, surtout pour le diaphragme. Percevez que l'effort musculaire du diaphragme, il est surtout pour l'inspire. Sur l'expire, en fait, on relâche simplement et l'air est par conséquent expulsé par les narines ou par la bouche. Et vous pouvez sentir que s'abaissant le diaphragme, vous pouvez autoriser la cavité abdominale à se gonfler, relâcher les muscles abdominaux et sentir que ça se gonfle. Et comment on perçoit alors la respiration? Parce qu'on sent les muscles qui bougent, on sent la peau contre nos habits. Essayez de le percevoir autour de l'abdomen. Ça peut être devant, ça peut être sur les côtés, ça peut être même derrière, comme si vous aviez un anneau autour de l'abdomen qui vient s'étendre pendant l'inspire et se détendre pendant l'expire. Et maintenant, lorsqu'on inspire, on sait qu'on inspire. Lorsqu'on expire, on sait qu'on expire. On peut utiliser, si on veut, une petite note mentale, comme une petite voix mentale. Inspire, expire. Parce que c'est en différenciant les différentes parties du souffle qu'on va rentrer plus en profondeur encore avec la respiration.
Et pendant le temps d'un expire, essayez de percevoir que lorsque vous expirez, vous êtes en contact avec la respiration, avec une sensation de certitude accrue. Vous pouvez alors prendre une expiration plus ténue, plus subtile, plus longue peut-être, percevoir que vous êtes en contact, pas seulement avec le mot respiration, mais avec ce qu'il est vraiment. Ce qu'elle est vraiment, cette respiration. Et faites de cette manière des tests. N'essayez pas de prolonger la durée de votre attention. Là, on est à l'étape de trouver avec certitude notre objet. Et le moyen de le faire, c'est vous pouvez prendre une respiration et sur l'expire, avoir cette sensation de certitude. Et le moment d'après, regarder en arrière et vous dire « Ah ouais, ça c'était bien le souffle, c'est bien ça ». Et essayez de percevoir si vous avez plus de certitude qu'au départ. Essayez d'accroître l'intensité mentale, dans la détente bien entendu. Essayez de percevoir le souffle avec un esprit clair, intense, comme si la distance qui sépare votre conscience du souffle s'amenuisait, comme si un voile dans l'esprit se levait. Et le moment d'après, vous pouvez faire une petite pause, regarder en arrière et vous dire « Ah ouais, ça, c'est plus intense peut-être ». Ça, c'est le souffle. Et avec notre conscience peut-être un peu plus calme, on va établir notre motivation pour la journée, en commençant par se rappeler de notre potentiel. Tous les êtres, quels qu'ils soient, possèdent la nature de Bouddha, et d'ailleurs la nature ultime de notre conscience est absolument pas différente de la nature ultime de la conscience d'un Bouddha. Et on a tous la capacité de réaliser la nature de la réalité comme elle est, de dissiper les perturbations mentales et la souffrance en voyant la réalité comme elle est. Et on va aspirer, on va développer dans notre esprit cette aspiration. Puissais-je aller dans la direction sûre de réaliser mon potentiel? C'est la manière la plus pérenne de me soustraire à la souffrance. Et je le fais en m'inspirant des maîtres, des Bouddhas, de leur enseignement, du Dharma, de la communauté, la Sangha. Et tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais certes pour moi, mais je le fais avec
la préoccupation altruiste la plus vaste. Que tous les efforts que je vais mettre à méditer, réfléchir, interagir, tout ça, je le fasse avec la préoccupation la plus altruiste possible, que ça puisse être bénéfique aux êtres autour de moi, à l'avenir, aux êtres proches, à ma famille, à mes amis, aux personnes que je ne connais pas, aux personnes qui me sont neutres et aux personnes qui génèrent en moi des difficultés. Et on peut inclure tous les êtres, quels qu'ils soient. Puissais-je développer, grâce à Shamatha, une conscience claire, stable et vaste qui peut maintenir calmement en nous la grande compassion, l'amour bienveillant pour tous les êtres. Quand on a développé Shamatha, c'est beaucoup plus facile d'inclure dans notre cœur tous les êtres, toutes leurs souffrances, ce qui ne veut pas dire qu'on souffre pour eux, mais on perçoit leurs souffrances et on souhaite qu'ils en soient séparés. Et je vous laisse quelques instants pour essayer de formuler cette motivation pour la journée avec vos propres mots. Et plus important encore, de sentir le sens en vous, dans votre esprit. Petit rappel du déroulé de cette journée. Première session 10h, 11h10. Deuxième session 11h40, midi 50. Troisième session 14h20, 15h. Il y aura un groupe de discussion de 14h20 à 15h. Ensuite 15h, 16h, une autre session. Et enfin 16h20, 17h30. On aura terminé à 17h30. Ok, donc on va revoir un petit peu des points importants et peut-être faire un peu des tests sur ce qu'on a vu le premier jour. Vous vous souvenez qu'on a vu les différences entre Shamatha et Vipassana? Vous vous souvenez? Quelles sont les différences entre Shamatha et Vipassana? Ok. Quelles sont les différences entre la méditation de placement et la méditation analytique? Est-ce que quelqu'un veut... Shamatha, c'est placement? Oui. Dans le placement, l'esprit ne bouge pas, et alors que dans la méditation analytique, l'esprit bouge, au sens où il analyse des choses. Il analyse des choses dans la méditation analytique. Ce qu'on vient de faire, c'est quoi? Placement. Analytique. Placement ou analytique? En ligne, placement ou analytique? Placement, vous pouvez lever la main si c'était du placement ou de l'analyse. Qui dit analyse? Analytique. Nathalie? Ne se prononce pas, d'accord. Gina, levez la main. Est-ce que c'était une méditation ou pas? Oui, bien sûr. Qui dit non?
J'ai entendu non? C'est toi, Aude? Est-ce que c'est une méditation, ce qu'on vient de faire? Méditation analytique. Méditation analytique. Au Vous êtes- début et placement à la fin. C'est bien, ça, c'est comme ça, on est sûr qu'on ne se plante pas. C'est-à-dire on place son attention sur le souffle, donc pour moi c'est aussi le placement. Ouais, alors, ok, si on prend le mot placement trop littéral, on va se dire, bah, chaque fois que je place mon esprit sur quelque chose, c'est une méditation de placement. Je pense que ce que tu as dit de la présence ou de l'absence de l'analyse, c'est ça qui fait la différence entre méditation de placement et méditation analytique. Quelle est la différence entre la réflexion et la méditation analytique maintenant? La réflexion et la méditation analytique, Ouais, ça se ressemble, non? bah oui. Est-ce qu'on a vu les trois sagesses? Est-ce que vous vous souvenez des trois sagesses, la première journée? En fait, pourquoi on médite? Parce qu'on veut se familiariser. On ne veut pas juste être des philosophes qui sont contents de réfléchir sur des trucs, mais ne les mettent pas en pratique dans leur vie. Ce qu'on veut, c'est qu'on observe des choses qui ont du sens et qu'on vienne remplacer dans notre esprit les choses qui n'ont pas de sens et qui nous desservent et qui produisent la souffrance par des choses qui sont bénéfiques. On veut faire un remplacement. Voilà, tout simple. Mais pour ce faire, il ne faut pas qu'on en reste simplement à se dire « Ouais, bon, ben ça c'est sûr, c'est vrai. Hein. Ça c'est vrai, ça fait sens. Hein. Ouais. On va passer à la suite maintenant. Ok. Moi je trouve que c'est bien. C'est bien. Je ne vais pas trop changer rien dans ma vie, mais c'est vrai que c'est quand même... Ça, on réfléchit, on peut avoir une réflexion, et même cette réflexion, elle ne conduit pas vraiment à une prise de conscience profonde. C'est pour ça que même dans le souffle, je vous encourage à développer une appréhension du souffle où tout à coup vous dites « Waouh, ça c'est le souffle ». Parce qu'en fait, si vous arrivez à faire ça pour le souffle, vous habituez votre esprit à faire ça pour les objets plus profonds que sont par exemple la compassion. Parce que dans la compassion, on peut faire la même chose. On peut faire la même chose que quand on l'a fait pour le souffle. On peut se dire, ouais, bon, ça c'est la respiration. Ça doit être la respiration. Bon, c'est ça. Oui, je respire. De toute façon, je respire. François, tu respires. Pas non plus. Mais on n'a pas vraiment une conscience très claire. On n'a pas dissipé les voiles d'une forme de relâchement ou de léthargie dans l'esprit. Et si on fait la même chose avec des sujets comme le son, la bienveillance, on se dit oui, puissent tous les êtres être heureux. Ben oui, c'est sûr, puissent tous les êtres être heureux, oui, c'est sûr. Mais on n'est pas très clair non plus. Et puis si on devait commencer à prendre son voisin, on aurait du mal, par exemple. Quand on le voit de manière abstraite, ça fait du sens, mais quand on le voit de manière appliquée à des êtres qui nous entourent, c'est beaucoup plus difficile. Donc on n'a pas vraiment une conscience intense de se dire ah ouais, waouh, là je suis sûr que là j'ai développé de la bienveillance pour tous les êtres. Ou même pour les gens de ma famille, mais avec une conscience expérientielle, quelque chose des tripes en fait. Et ça, on peut le faire simplement avec la réflexion, on n'est pas obligé de méditer en fait. La méditation, c'est une fois qu'on va avoir généré cette expérience, maintenant on va essayer de se familiariser avec cette expérience. Mais cette expérience, au départ, elle a besoin d'être créée par une réflexion, par une exploration intérieure. On ne peut pas juste être « Oh, je suis dans l'amour, oh », comme ça, si on ne l'a pas d'abord généré par une conscience qui vient se souvenir, qui vient de se souvenir des qualités, pourquoi c'est intéressant et important de développer la bienveillance, pourquoi lorsque je suis en colère, ça me nuit, c'est nuisible pour moi d'abord. Donc c'est vraiment une conscience qui vient explorer. Donc la différence entre la réflexion et la méditation analytique, c'est que dans la méditation analytique, on génère la bienveillance, presque tout le temps en fait. On n'a plus de doute. On vient la générer par l'exploration, par le discernement. Et il y a un moment où
on a tellement généré cette chose-là à travers l'exploration, les souvenirs, qu'on sent qu'il n'y a plus besoin de rien, on est simplement dans la bienveillance. On est dans une expérience là où on n'a plus besoin d'analyser, on n'a plus besoin de réfléchir, on est dans cette expérience. Mais si l'objet n'a pas été déterminé assez clairement par la réflexion, alors on a beau être assis en train de donner l'impression qu'on médite, on ne médite pas en fait. Souvenons-nous du premier jour, je vous ai dit que c'est beaucoup plus juste de dire que la méditation, c'est une familiarisation. Parce que dans notre culture, être simplement assis en train de réfléchir, c'est de la méditation. Sauf que les Tibétains ne le voient pas du tout de cette manière-là en fait. La méditation, c'est de maintenir dans notre esprit quelque chose sur lequel on n'a plus de doute déjà. Mais pour dissiper les doutes, il faut une forme de réflexion, de sagesse. Et c'est ce qu'on appelle l'évolution des trois sagesses. La première sagesse, d'abord, on est en contact avec un enseignement, c'est l'étude, où on lit un livre, on comprend les mots. Notre sagesse qui comprend les mots, c'est la première sagesse. Ensuite, la deuxième sagesse, c'est notre sagesse de la réflexion, où on vient dissiper les doutes. On ne peut pas se familiariser sur quelque chose sur lequel on a des doutes. Si moi, pour l'instant, j'ai des doutes sur ce que c'est que l'impermanence, je ne vais pas demeurer avec l'impermanence dans une méditation analytique parce que de toute façon, je ne sais même pas si je sais vraiment ce que c'est. Vous voyez un petit peu là, je ne peux pas me familiariser sur l'amour si je sens qu'en moi, il y a de la colère pour tout le monde, par exemple. Parce que sinon, c'est juste idiot, c'est juste se forcer à se donner l'impression qu'on génère de l'amour alors qu'on n'en a pas du tout à l'intérieur de soi, en tout cas au moment où on médite. Si moi je me force à dire « puissent tous les êtres être heureux » alors que je sens que j'ai vraiment de la colère, peut-être que là, l'important, ce serait de venir dissiper la colère avant de générer l'amour. Donc, on ne peut pas méditer sur quelque chose sur lequel on n'a pas été suffisamment accoutumé. La pleine conscience, souvenez-vous ce qu'on a vu la fois dernière, la pleine conscience, elle prend comme objet un objet familier. Et ça, c'est l'indication qu'il faut respecter les trois sagesses. Il ne faut pas toujours commencer la méditation en se disant que, bah oui, l'amour, puissent tous les êtres être heureux, j'ouvre l'amour, je suis dans l'ouverture. Là, il ne se passe pas grand-chose peut-être. Mais si on est familier avec cet objet, si on est familier avec la culture de cette bienveillance, alors beaucoup plus facilement on peut méditer en fait. Donc là, ce qu'on vient de faire, si on doit chercher notre objet de méditation, est-ce que c'est la réflexion ou la méditation? Voilà. Ce qu'on vient de faire, c'est même pas de la méditation. En termes bouddhistes, c'est même pas de la méditation. Et pourtant, on est calme, ça peut nous faire un peu du bien, on entre en contact avec son corps, mais en termes bouddhistes, c'est pas de la familiarisation. Parce que là, on est en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que le souffle. Qu'est-ce que va être notre objet sur lequel ensuite la pleine conscience va pouvoir opérer. Juste pour bien comprendre, la familiarisation, c'est le dernier niveau, c'est-à-dire que c'est pas se demander ce que c'est ce qu'on appelle la familiarisation, c'est on sait déjà ce que c'est, il n'y a plus de doute. La familiarisation, on sait ce que c'est, il n'y a plus de doute. Voilà, donc c'est pas explorer. C'est après... On explore, mais on n'a plus de doute. On continue à explorer pour générer encore plus de clarté sur l'objet, mais on n'a plus de doute vraiment. L'objet, il est généré dans notre esprit. C'est un deuxième niveau de clarté en fait, parce qu'il n'y a pas un niveau de clarté avec la réflexion. C'est une niveau de... Alors, la différence entre la réflexion... On va faire les tests pour que vous voyez un petit peu comment on fait la différence entre l'un et l'autre. C'est important. Quand on est dans la réflexion, la différence avec la méditation ou la familiarisation. D'ailleurs, je vais essayer d'employer moins la méditation analytique que la familiarisation à travers l'exploration ou la familiarisation à travers le discernement. C'est beaucoup plus juste de dire familiarisation à travers le discernement que méditation analytique. Parce qu'analytique, tout de suite, on a l'impression c'est la logique, il faut faire de l'algèbre ou des maths. Non,
Si moi je suis en train d'essayer de comprendre ce que c'est que le souffle en disant ben là c'est vrai que je le sens ici, je le sens là, c'est du discernement, c'est une forme d'analyse, mais nous on comprend l'analyse de manière un peu différente. En fait, je viens discerner, je viens différencier. Vous vous souvenez la fois dernière, j'ai dit que la différence entre la méditation de placement et méditation analytique, c'est qu'il y en a une qui vient différencier, inspire, différent de l'expire, long, court, et il y en a une autre qui vient collecter, qui vient donner une vision d'ensemble. La méditation de placement, elle vient donner une vision d'ensemble, elle ne l'analyse plus. Et c'est ce qu'on va faire là dans cette session, c'est que vous soyez... vous compreniez par expérience la différence entre l'analyse et le placement. Hyper important. Moi, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui font des méditations sur le souffle et ils se disent « bah oui, le souffle, c'est pas analytique ». Et en fait, ils ne font que de l'analyse. Parce que c'est vrai, il y a des sutras qui disent « quand le souffle est court, je sais qu'il est court, quand je sais qu'il est long, je sais qu'il est long ». Mais si on a dans notre esprit la volonté de plonger un petit peu dans les arcanes du souffle, d'essayer de différencier l'inspire de l'expire, on ne fait jamais de la méditation de placement en fait. Même si c'est le souffle. Et ça c'est hyper important parce qu'il manque quelque chose de fondamental alors. En fait, il faut trouver l'interrupteur analyse-non-analyse dans notre esprit. Pour voir la différence entre qu'est-ce que c'est mon expérience, qu'est-ce que c'est mon ressenti quand j'analyse et qu'est-ce que c'est mon ressenti lorsque je cesse d'analyser. Donc, si moi je ne suis pas sûr de ce que c'est que la vacuité, par exemple, et qu'on dit on va faire une méditation sur la vacuité, non, on va peut-être un peu réfléchir sur la vacuité, mais on ne va pas se familiariser sur quelque chose sur lequel je ne suis pas du tout familier. C'est aussi simple que ça. Donc, que ce soit par le placement ou par le discernement ou l'analyse, je ne vais pas pouvoir méditer. Je ne peux pas méditer sur quelque chose que j'ignore. Je ne peux pas méditer sur quelque chose sur lequel j'ai des idées fausses. Je ne peux pas méditer sur quelque chose sur lequel j'ai des doutes. Donc la différence entre la réflexion et la méditation, c'est que dans la méditation, il y a les qualités du calme mental, il y a des qualités d'attention qui ne sont pas nécessairement là dans la réflexion. Et 2, il y a un objet qui est rendu certain. Premièrement, des qualités d'attention, de pleine conscience et de vigilance. Et de 2, l'objet est rendu certain. S'il manque l'un des deux, ce n'est pas de la méditation. Je ne suis pas en train de me familiariser. Si l'objet n'est pas rendu certain, je peux avoir atteint le calme mental, je ne vais pas méditer sur cet objet. Parce que l'objet, je ne peux pas le générer dans mon esprit. Si j'ai une certitude sur l'objet, mais je ne viens pas importer dans ma pratique les qualités d'attention que j'ai développées à travers la pratique de shamatha, du calme mental, je vais faire quoi? Je vais faire juste de la réflexion. En fait, je vais être un peu distrait, je vais comprendre l'objet, je vais y revenir et je sens qu'il est généré dans mon esprit, mais je ne suis pas en train de me familiariser parce que je manque de qualité d'attention pour justifier que je suis en train de me familiariser. Je n'ai pas ni de stabilité ni de clarté suffisante pour commencer à méditer, pour commencer à me familiariser. Ça, ce sont des points très 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 importants pour nous donner encore la possibilité de comprendre les 3 sagesses. Parce qu'en fait, c'est une séquence, c'est une lente transformation d'état entre simplement des instructions qu'on reçoit, qui peuvent être parfois très fortes, parce que quelqu'un est charismatique, parce que tout à coup ça clique dans notre esprit, mais maintenant il va falloir les générer en nous, d'abord à travers la réflexion, et puis une fois qu'on a, ok, waouh, je le dis souvent en retraite, je parle du waouh. Le waouh, c'est quand on a l'impression, ok, là je pense que par rapport à ce que j'ai étudié, ce que je génère dans mon esprit, c'est cohérent avec ce qui a été étudié. Je ne suis pas en train de faire un truc complètement autre. Et en plus, je sens en moi que ça vibre, je sens en moi que, waouh, ça commence à transformer des choses beaucoup plus profondément que simplement lorsque j'écoutais. Mais maintenant, cette chose-là, cette petite étincelle, il va falloir que je la produise, que je la développe pour qu'elle devienne beaucoup plus brillante et beaucoup plus stable.
plus je suis proche d'un esprit qui est à la fois très stable et très clair, plus les choses sur lesquelles je vais réfléchir, elles vont totalement me transformer. Le but, c'est ça. Le but de shamatha, c'est de considérablement, accélérer nos transformations spirituelles. Parce qu'on le fait à l'intérieur d'un esprit qui peut maintenir du sens, qui peut maintenir quelque chose de profond, avec à la fois une stabilité hors du commun et une clarté qu'on n'a pas l'habitude d'avoir pour les choses sur lesquelles on vient poser l'esprit. Souvenez-vous des qualités de la concentration. Ce qu'on vient observer est puissant. Ce qu'on vient générer, est puissant. C'est-à-dire que parce qu'on est très clair, si on vient générer de l'amour, on a vraiment l'impression que tous les êtres sont là. On a vraiment l'impression qu'ils sont présents. Que notre amour, il est infini. Donc bien évidemment, si on fait ça et qu'on peut rester des heures là-dessus, on n'a pas besoin de prendre du LSD là. Hein, c'est quelque chose qui est beaucoup plus stable qu'aucune des expériences d'ailleurs qu'on peut avoir avec des produits psychotropes. Donc maintenant, il faut trouver en nous un petit peu la bascule entre l'analyse et le placement. Ça, c'est hyper important. Donc, retournons au souffle, revenez à votre respiration. Lorsque j'inspire, je sais que j'inspire. Lorsque j'expire, je sais que j'expire. Et là, le but de cet exercice, c'est de rentrer en contact, en profondeur avec le souffle en différenciant ses parties, en sachant déterminer qu'il est composé de plein de choses en fait. C'est un petit peu comme si on était simplement l'usager d'un train. Bon, on monte dans le train, ok, par rapport au mécanicien qui, lui, a démonté toutes les parties et il sait de quoi est composé le train. Il a une vision beaucoup plus profonde de ce qu'est un train. Donc, essayons de faire la même chose avec le souffle, de percevoir de quoi il est fait ce souffle. Comment est-ce que je peux, moi, entrer en contact avec ma respiration? Lorsque j'inspire, je sais que j'inspire. Lorsque j'expire, je sais que j'expire. Et observez peut-être dans votre esprit le discernement qui vient essayer de plonger comme une petite caméra pour essayer de distinguer les différences. Essayez de percevoir votre esprit qui analyse, qui discerne. Qui veut comprendre, qui différencie. Lorsque mon souffle est court, je sais qu'il est court. Lorsque mon souffle est long, je sais qu'il est long. Maintenant, on explore plus en profondeur, pas seulement d'être conscient de l'inspire et de l'expire, mais d'être conscient également de la durée relative du souffle. Je peux percevoir maintenant que mon souffle a diverses durées. Je peux utiliser des étiquettes mentales, une petite voix intérieure, court, long, moyen.
Un petit peu comme si notre esprit était cet homme qui venait compter des grumes de bois dans le Grand Nord canadien. Quand on coupe les arbres, on vient les faire, on les transporte dans les rivières, et on pourrait voir quelqu'un qui saute d'une grume de bois à une autre pour mettre des étiquettes. Il vient vraiment explorer. Court, moyen, long. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur tous les cycles. Si vous en loupez, c'est pas grave. Observez simplement votre esprit qui vient essayer de comprendre, de générer une image claire, une appréhension claire du souffle. Essayez maintenant de percevoir sur l'expire que vous êtes en contact avec le souffle avec peut-être un peu plus de certitude. Alors que vous expirez, que le souffle est un petit peu plus calme, un peu plus ténu, un peu plus long peut-être, essayez de sentir une forme d'activation de certitude en vous, que votre esprit est beaucoup plus proche du souffle. Et on peut se dire, voilà, ça c'est le souffle, ça c'est mon objet de méditation. Ok. Alors maintenant, on va faire la bascule avec le placement. Je vous ai dit dans le jour 1, je pense, ou jour 2, je ne sais plus, sur la concentration, quand on passe de l'analyse au placement, il y a un petit peu une destruction de clarté. Vous vous souvenez ? Quand on visualise par exemple l'image d'un Bouddha et on l'analyse, on peut, quand on l'analyse, aller assez clairement dans les détails. Mais quand on passe à la méditation de placement, il y a un peu une déliquescence de la clarté mentale qui est normale parce qu'en fait on ne vient plus analyser. On est très fort à faire qu'un objet apparaisse clairement quand on vient le brosser partie par partie, mais dès qu'on veut avoir une appréhension globale, on a l'impression que la chose elle diminue un peu de clarté dans notre esprit, c'est normal. Ça c'est clairement identifié dans le texte. Essayez pas d'être toujours trop clair parce que sinon vous allez en fait, en somme, faire que de l'analyse. Si vous voulez faire du placement, il y a un moment, il va falloir sortir de l'eau, vous mettre sur la rive et vous dire, ok, ça c'est le souffle, ça c'est les grumes de bois, ça c'est le bois. Sans venir plonger, ça on ne le fait plus, ça c'est vraiment le ressort du discernement. Donc maintenant, essayez de voir la différence. On va le faire de manière séquentielle pour que vous sentiez un petit peu la différence d'expérience. Expérimenter shamatha, c'est faire ces tests aussi pour voir comment on fait la différence entre les deux types de méditation. Ok, donc là, pendant quelques cycles, on fait simplement j'inspire, j'expire, essayer de rentrer dans le souffle, dans l'eau, pour essayer de percevoir les différentes parties du souffle. Essayez de sentir la saveur que ça a dans votre expérience. Et maintenant, sortez de l'eau, prenez la distance, acceptez que le souffle ne soit pas aussi clair, que vous ne plongiez pas pour essayer de percevoir chacune de ces parties, cessez de mettre des étiquettes mentales et demeurez simplement juste avec le souffle pour le temps d'une respiration, en prenant un peu de distance. Et percevez la différence de saveur, d'expérience. Il y en a une qui est peut-être
beaucoup plus claire, beaucoup plus intense, la première. La deuxième, beaucoup plus calme peut-être, beaucoup plus sereine, beaucoup plus stable. Essayons à nouveau la première. Plongeons dans les variations et les différences d'état du souffle. J'inspire, j'expire. Et je cesse maintenant d'analyser, je prends la distance et je demeure simplement avec le souffle. À nouveau, je plonge dans le souffle. Est-ce que mon souffle est court? Est-ce qu'il est long? J'essaie de le discerner en différenciant ces parties. Je prends la distance maintenant, j'accepte que le souffle soit parfois même presque imperceptible, ou que je le perçoive peut-être pas tout à fait complètement. Je prends la distance et je me satisfais du souffle comme il est. Ok. Est-ce que vous percevez une différence de saveur, de texture? Oui? C'est subtil, hein. Ah oui, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important pour pas faire une méditation analytique alors que c'est une méditation de placement et vice-versa, pour vraiment faire en fait la familiarisation tout simplement, savoir vraiment ce qu'on fait au moment où on le fait. C'est pour ça que dans le texte, il y a encore une fois sur les visualisations, il y a une fois que vous avez très visualisé l'objet, continuez pas à faire ça parce que sinon vous allez plafonner sur la clarté, vous n'allez pas développer la stabilité parce qu'en fait vous êtes trop dans l'analyse. Le texte ne le dit pas, mais je pense qu'implicitement, c'est ça le sens de ça. Vous êtes trop dans l'analyse, vous êtes trop dans les micro-variations du souffle. Non, là, c'est un esprit trop analytique. Il y a un moment, il faut accepter qu'on soit plus dans la stabilité. Et ce qui est dit dans le texte, c'est que par contre, une fois qu'on vient se stabiliser, qu'on sort de l'eau, eh bien, à un moment, la clarté, elle va venir toute seule. La clarté de l'objet va surgir dans l'esprit beaucoup plus naturellement. Ce qui est à mon sens le changement d'état entre l'analyse et le placement. Donc si on analyse comme ça, comme on vient de le faire, on plonge dans les variations du souffle, mais qu'il n'y a pas une bonne qualité d'attention, c'est de la réflexion. S'il y a une bonne qualité d'attention et qu'on fait ça, et que l'objet en plus, on est sûr au moment où on le fait, quand j'inspire, je sais que c'est la respiration. Quand j'expire, je sais que c'est la respiration. Il est long, mais le souffle est là. On a toujours ce dénominateur commun à l'intérieur duquel on regarde le souffle, cette forme de certitude, mais on vient continuer à... On est dans le souffle là. On est vraiment... Le souffle est toujours là dans l'esprit, mais on vient continuer à explorer jusqu'à percevoir que même à l'intérieur d'une inspiration, on peut percevoir le début, le milieu, la fin. On vient vraiment la rentrer dans le souffle. On le perçoit ici, on le perçoit là, on peut le percevoir dans tout le corps, mais on vient explorer, on vient discerner. Et on ne perd plus l'objet parce que là, on vient utiliser la pleine conscience et la vigilance qu'on a développée dans la pratique de shamatha, mais on le fait à l'intérieur de la méditation de discernement. Et il y a un moment, de toute façon, on ne peut pas faire ça trop longtemps parce que l'esprit va peut-être s'exciter un peu. Donc là, on prend la distance, et comme le souffle a été rendu très certain par l'analyse qu'on a faite, il est beaucoup plus simple alors à notre esprit de demeurer en contact avec le souffle. Et là, on sort de l'eau et on reste avec le souffle. Et on cesse d'analyser le souffle et on demeure avec lui. Et là, on vient alors développer dans l'esprit les qualités d'attention conjointes avec la clarté et la stabilité. Et ce qu'on va voir cet après-midi, c'est que certes, on n'analyse plus l'objet de méditation dans la méditation de placement, mais on vient quand même analyser un peu ce qui se passe en périphérie, c'est le rôle de la vigilance. Et ça, c'est ce qui, je pense, a été une erreur très souvent, c'est de se dire, analyse 100% de
analyse 100% d'analyse, placement 0% d'analyse. Et ce n'est pas le cas en fait. On se rend compte qu'on n'analyse plus l'objet, mais on vient analyser, est-ce que je suis fatigué, est-ce que je suis en train de m'exciter, est-ce que je suis relâché. En fait, la vigilance, elle est encore une forme d'analyse, mais beaucoup plus subtile. Ce n'est pas l'objet lui-même de méditation qu'on vient analyser, on est placé sur l'objet, mais il y a encore une forme d'analyse, et cette forme d'analyse, à mesure qu'on vient conduire l'esprit à un état d'équilibre, même cette forme d'analyse, elle va doucement disparaître jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin d'analyse, et à ce moment-là, on entre totalement dans le placement sur l'objet, et on entre dans un équilibre méditatif qui est l'accomplissement de shamatha. Mais en fait, la différence entre méditation de placement et méditation analytique, c'est qu'il n'y a plus d'analyse de l'objet de méditation, mais dans la méditation de placement, il y a encore de l'analyse pour essayer de piloter l'esprit pour le conduire à un état d'équilibre. Et même cette analyse, elle finit par disparaître, et il y a un moment, on entre en absorption méditative. En équilibre méditatif, pardon. À chaque session de méditation, si on garde toujours le même objet, est-ce qu'on est obligé à chaque fois de commencer par la méditation analytique ou on peut après faire que de la méditation en placement sur toujours le même objet? Alors, le texte dit « trouvez votre objet ». Est-ce que ça veut dire qu'il faut le trouver une fois, et puis après, pendant 6 mois, je suis quitte et j'ai plus besoin de le faire? Non, moi je pense qu'il faut le faire souvent. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que, par exemple, quelqu'un qui est enclin à un petit peu s'endormir pendant la méditation, c'est sans doute que les capacités de discernement de l'esprit ont diminué. C'est-à-dire que la clarté a un petit peu... Si vous surprenez en train de faire méditation sur le souffle et qu'immédiatement vous faites comme ça, et vous sentez que vos yeux se ferment, c'est que là, il vaudrait mieux faire la même chose, mais explorer les arcanes du souffle. Parce qu'en fait, c'est ça qui va générer de l'intensité dans l'esprit qui peut-être peut plus facilement vous maintenir éveillé. Est-ce qu'on peut méditer sur un objet de désir? Non. J'ai pas compris. Est-ce qu'on peut méditer sur un objet de désir? Non. Pourquoi? Ouais, mais bon, on pourrait dire pourquoi pas. Qu'est-ce que serait le problème? Ça génère des émotions. Ouais. Alors, un objet d'attachement ou un objet de désir? Parce que la bouddhéité, c'est un objet de désir, on pourrait dire. Exemple, je prends l'exemple, j'adore le chocolat blanc, j'ai une addiction. Dès que je commence à prendre un carré, je mange toute la tablette. Ok. Vous entendez en ligne ça? Ok. Le chocolat blanc est un objet d'addiction pour toi. Est-ce que tu peux prendre le chocolat blanc? Ben oui, pour comprendre pourquoi j'ai cet attachement. Alors ça c'est un autre sujet. Ça va être une méditation analytique, Oui. pas vraiment pour le calme mental, mais d'essayer de comprendre ton rapport avec le chocolat blanc, par exemple. Ça, bien sûr que tu peux prendre, mais Oui, parce que finalement, la raison pour laquelle je mange ce chocolat blanc de façon compulsive, c'est parce qu'il m'apporte du réconfort par rapport à une émotion dont je n'ai pas vraiment conscience. Donc, je me dis, je dois pouvoir penser à ce chocolat tout en restant calme, et pour éviter la compulsion. alors, en fait, voilà, en t'écoutant, je me suis dit au départ, bon, c'est très clair, non, mais en fait, les gens qui ont de l'attachement pour leur corps, par exemple, c'est un objet d'attachement. Est-ce qu'on ne peut pas méditer sur le corps? Oui, mais on ne médite pas sur le corps merveilleux. François, waouh! J'adore ces méditations, ça me fait du bien. Waouh! Non, parce que là, il y a un moment, les perturbations mentales, le problème des perturbations mentales, c'est qu'elles enlèvent la paix de l'esprit. Tu ne peux pas avoir quelque chose qui enlève la paix de l'esprit en essayant d'avoir la paix de l'esprit. Parce que là, il va y avoir un zzzz. Mais, alors attends, je termine. L'objet du corps, par contre, pour contrecarrer l'addiction que j'ai pour mon corps, par exemple, je vais méditer sur les choses qui ne sont pas glamour dans le corps. Mais ce n'est pas méditer sur l'attachement, c'est méditer sur le détachement, on pourrait dire même. C'est pour venir déconstruire l'avidité que j'ai pour mon propre corps. Donc là, je viens méditer sur les fluides à l'intérieur du corps, les trucs qui sont quand même pas très cool. J'ouvre le corps, j'ai l'impression de voir toutes ces choses-là. Ça peut diminuer un peu l'idée idéalisée que j'ai de mon propre corps, par exemple. Ça, c'est possible. On ne peut pas méditer sur une perturbation mentale. Et on ne peut pas méditer sur un objet qui génère une perturbation mentale, c'est pas encouragé, c'est pas bénéfique. Non, on ne peut pas.
On peut pas, le texte le dit, je ne sais plus à quel endroit, mais on ne peut pas choisir un objet qui est un objet d'attachement. Pourtant, on dit parfois qu'en regardant sa colère, en tant qu'émotion brute, on finit par la voir disparaître. Oui, mais alors c'est en ce cas-là, pas vraiment la colère qu'on prend comme objet de shamatha, mais c'est on vient discerner l'absence et la présence de la colère. Ça, c'est vraiment une méditation analytique, ça. C'est une méditation analytique pour essayer de comprendre l'impermanence de la colère, par exemple, pour se désidentifier de la colère, pour aussi voir que je ne suis pas ma colère aussi. Ça, ce sont toutes des méditations qui prennent pour objet la colère, mais avec la notion de sagesse derrière. C'est la notion de percevoir exactement ce que tu dis, l'impermanence de la colère. Mais c'est pas, tu ne prends pas la colère comme un objet où, dans shamatha, le but c'est d'être en colère. Je génère la colère et... Non, ça ne peut pas être... C'est regarder le ressenti sans ajouter des pensées, Ouais. le ressenti brut, et le regarder et essayer de se concentrer dessus jusqu'à ce qu'il disparaisse. Oui. En mettant de côté toute autre pensée, simplement le sentiment de colère. Ouais. Et du coup, petit à petit, en respirant dessus, la colère se dissipe. Oui, alors ça, c'est pas des méditations de placement, mais c'est très très efficace. Et on pense à rien de... Oui, mais on pense à rien, mais on analyse quand même. On discerne en fait. On discerne le ressenti. On discerne le ressenti et on discerne la disparition de la colère aussi. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle une méditation ou une réflexion analytique, parce qu'en fait, on vient discerner des choses. On ne vient pas se placer. Le but de ça, c'est pas de générer le calme mental. Donc, c'est pas une méditation de calme mental, ça. Le but du souffle, c'est une fois qu'on l'a analysé, qu'on l'a compris, le but, c'est de stabiliser. Le but, là, c'est de focaliser l'esprit en un point pour développer les qualités d'attention de l'esprit. Tu avais... Oui, c'est quand la façon d'observer, c'est quand on décortique ou quand on sort de l'eau, Ouais. ça modifie l'objet, la respiration, elle n'est pas pareille parce qu'on met plus de tension quand on Ouais. décortique. Et, Ça peut être le cas, oui. Oui. Et on peut voir aussi que ça induit une respiration différente aussi. Oui, c'est ça. Quand on est très dans les détails, à un moment, on a l'impression que ça, on n'a plus besoin de respirer. On vient vraiment, c'est beaucoup plus ténu parce que c'est très intense. Et quand on sort de l'eau, on a l'impression de libérer Ouais. la respiration. Ouais. Et en fait, alterner les deux, vous pourrez voir les bienfaits que ça a dans votre esprit. Ouais, le fait d'alterner en temps court comme ça, c'est vrai que ça Ouais. permet de vraiment distinguer, et donc du coup de vraiment, pour notre pratique, Ouais. de distinguer la méditation. Ça, c'est très, 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 très important. Ça, c'est vraiment des apports de la Matsongkhapa, parce que très souvent, ces choses-là ne sont pas très claires, en fait. On ne sait pas vraiment faire la différence entre les deux. On a l'impression de faire du placement, on fait de l'analyse on fait du placement. Mais la Matsongkhapa, parce que c'est une science de l'esprit et que les choses qui existent, on peut les différencier les unes des autres, il a dit, voilà, il y a une différence entre les deux. Et c'est important de faire prendre la mesure de ces différents états. Donc, sur le souffle, lorsqu'on se met en placement, est-ce qu'on peut tout simplement, on ne focalise plus sur le souffle, mais ressentir les effets du souffle dans le corps, comme par exemple j'ai des fourmis dans les pieds? Alors ça, on le verra un peu plus tard, mais si tu es dans la respiration, là, c'est un petit peu compliqué ta question parce que le souffle dans la présentation bouddhiste, c'est à la fois la respiration et c'est à la fois le vent. Le vent, c'est l'énergie à l'intérieur du corps qui te permet de percevoir et de bouger. Donc, dans une conception assez large du souffle, on pourrait dire que chaque fois que tu perçois quelque chose, c'est l'élément vent que tu perçois. Et l'élément vent et souffle sont parfois la même chose. Donc, il y a dans la tradition Theravada et dans la tradition tibétaine que, en fait, tu perçois la respiration dans le corps tout entier. Mais là, moi, j'aurais envie de te dire, si toi, tu commences à maintenant percevoir « Oh là là, j'ai un orteil qui me fait mal ce matin », c'est plus vraiment le souffle, ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit, c'est... Non, mais moi, j'ai un petit peu... Non, mais c'est simplement, lorsque je me suis mis en placement, du coup, j'ai senti d'autres sensations dans le corps, comme si je respirais avec les pieds. Alors ça, c'est l'objet de la vigilance. C'est ta vigilance qui va pouvoir l'observer en périphérie, mais il faut quand même rester avec le souffle, là.
Donc le souffle, tu l'as, on peut dire, circonscrit à ici, là, là, sentir les yeux, un peu la tête. En fait, dans la méditation qu'on a fait, la réflexion, en fait, on vient comprendre le périmètre de notre objet. Et à l'intérieur de ce périmètre, au départ, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de liberté parce que c'est très très limité quand même. Hein. Mais une fois qu'on a établi le périmètre, eh bien, on vient se placer à l'intérieur et on sait ce qu'il faut faire maintenant. On est à l'intérieur comme un petit poisson dans un bocal. Et moi j'ai une question. Oui. Donc la troisième sagesse, c'est la méditation de placement? C'est la sagesse. Non, c'est la sagesse qui est née de la méditation. Et ça peut être à la fois la méditation de placement et la méditation analytique. C'est les deux. En fait, la méditation, on commence par la méditation et on finit par la sagesse qui est née de la méditation. Et la sagesse qui est née de la méditation, en fait, elle ne peut surgir dans notre esprit que lorsqu'on a atteint shamatha. Ce qu'on fait avant, c'est de la méditation, mais on n'a pas vraiment généré la sagesse qui est née de la méditation. De la même manière, quand on fait de la réflexion, on fait de la réflexion, mais la sagesse qui est née de la réflexion, c'est quand on n'a plus de doute. Donc la Quand- troisième, c'est juste la sagesse. Non, la troisième, c'est la sagesse née de la méditation. Sagesse née de l'étude, sagesse née de la réflexion, sagesse née de la méditation. Et pour dissiper les doutes, excuse-moi, pour dissiper les doutes, Sagesse, c'est au niveau méditation analytique, réflexion ou c'est les deux? réflexion. Quand Parce qu'en fait, tu ne peux pas méditer sur quelque chose s'il n'a pas été rendu certain, donc ce qui va se faire avant, c'est sans doute de la réflexion seulement. D'accord, donc au niveau méditation analytique, on considère qu'on est là plus à repasser sur ce qu'on a déjà. Il peut y avoir de ça, oui, et d'aller plus en profondeur, et d'être plus en clarté, plus en stabilité, mais on n'a plus de doute. Des questions, d'accord. On n'a plus de doute. En fait, c'est un peu une forme de... une litanie un petit peu, mais qui est quand même très analytique, qui peut se souvenir, mais on est en contact avec l'objet de manière beaucoup plus stable.